J'imagine que ça doit dire quelque chose sur moi, le fait que les gens décrivent ma maison de rêve comme étant flippante. Une maison à la campagne, perchée en haut d'une colline, entourée de bois sombres, et construite au début du siècle, vers 1920. La maison est vraiment très belle, mais je peux comprendre qu'on puisse imaginer un film d'horreur à l'intérieur. C'était un environnement parfait pour mettre en scène la pire période de ma vie. J'ai essayé de combattre l'étrangeté de cette maison le plus possible, en commençant par le plus flippant, cette petite salle se trouvant dans la cave. Une salle vide, avec rien d'autre qu'un évier. J'ai engagé un artisan du coin, Russ, pour murer la salle. Il a fait comme il pouvait, je dirais que ça valait un 5,5 sur 10. C'était pas fou, mais bon, j'aurais pas été capable de le faire moi-même. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que Russ n'avait pas fait un super travail. En pleine nuit, j'ai entendu du bruit provenant de cette salle. Je suis descendu mener ma petite enquête et je me suis arrêté juste devant le mur. C'était le bruit de quelque chose qui était traîné dans la salle, sur le sol, suivant lentement chacun des murs. Je suis directement sorti de mon état semi-endormi et j'ai remonté les escaliers en courant. Je me suis précipité dans mon lit en espérant ne plus rien entendre, tandis que mon cœur était sur le point d'exploser. Le lendemain, je suis allé acheter un piège à rats et en rentrant, je suis allé le glisser dans le trou que Russ n'avait pas été fichu de combler dans le mur. Oui, je suis encore énervé. En plein milieu de la nuit, j'ai entendu le bruit du piège, puis un hurlement. Je n'ai même pas cherché à enquêter, je suis monté dans ma voiture et je suis descendu en ville. J'ai dormi dans un petit hôtel dans le coin et j'étais terrifié. Le matin suivant, j'ai à nouveau appelé Russ. Je l'ai ramené à la maison en lui demandant de refermer le trou dans le mur, mais je n'avais surtout aucune envie d'être seul quand je vérifierais ce que je pourrais trouver dans cette salle. J'ai regardé Russ. Il a d'abord observé le mur, puis en s'appuyant dessus, tout le mur tomba dans un bruit pathétique. Il m'observa à l'air gêné, tandis que je réfléchissais au prix qu'il m'avait demandé pour les travaux. Puis il rentra dans la salle. Il observait de l'intérieur avant de ressortir avec le même regard éteint qu'il avait toujours. Il n'avait même pas l'air franchement déçu de son travail, qui était pourtant particulièrement mauvais au vu du résultat. En fouillant la salle, je remarque que le piège s'était déclenché, mais qu'il n'y avait pas de rat dedans. J'étais en train de réfléchir quand Russ a à nouveau regardé dans la salle avant de me tendre quelque chose, me disant qu'il avait trouvé ça à l'intérieur et qu'il fallait que je regarde. Il me tendait une vieille photo, particulièrement abîmée. C'était une photo représentant une femme, très grande, très amaigrie, avec de longs doigts, un visage émacié, de longs cheveux noirs et totalement nue. Elle paraissait effrayée. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle faisait semblant d'essayer d'être sexy, mais on voyait directement qu'elle ne voulait pas être là. La photo devait dater des années 60, je dirais. Russ m'expliqua que ça devait être une salle pour développer les photos, expliquant ainsi l'absence de la fenêtre et la présence d'un évier. Il m'a demandé si je voulais cette photo, et j'ai répondu que je n'étais pas certain que qui que ce soit en ait envie. Il m'a répondu que pourtant, quelqu'un avait pris cette photo. En effet, je n'ose imaginer ce que la pauvre femme avait pu vivre. En accompagnant Russ jusqu'à sa voiture, il m'a expliqué qu'il y avait un hôpital psychiatrique dans la forêt, et que cette maison appartenait autrefois au directeur de l'institut. Je n'en avais aucune idée. Il m'a expliqué que c'était un homme qui avait plutôt mauvaise réputation, et il m'a encouragé à jeter la photo. Une fois qu'il était parti, je me suis installé dans mon salon en essayant le mieux possible de me rappeler que j'étais un adulte de 35 ans et que les fantômes n'existent pas. Les bruits provenant de ma cave sont tout à fait normaux dans une vieille maison. Pendant la nuit, j'ai encore entendu du bruit. Je me suis dit que c'était un simple rat tandis que je descendais les marches lentement.
Avec nos découvertes, nous n'avions pas scellé le mur derrière nous. Je voulais essayer de comprendre ce qui s'y passait. C'est en regardant par l'ouverture de la salle que j'ai entrevu une grande femme, maigre, avec de longs cheveux noirs tombant devant son visage. Elle marchait en rond dans la salle. C'était la femme de la photo. Je me suis précipité à l'étage, ne comprenant pas ce qui s'y passait, quand soudainement mon téléphone sonna. Je décrochai. C'était Russ. Il m'expliqua alors que, sans trop savoir comment, quelque chose s'était retrouvé dans ses affaires. En rangeant son matériel, il avait trouvé quelque chose, comme si quelqu'un l'avait glissé là, discrètement, en plein milieu de ses outils. Il y avait une deuxième photo. Russ m'avait appelé. Il était particulièrement perturbé par la découverte qu'il venait de faire. Il y avait une deuxième photo. Il avait demandé s'il pouvait venir me montrer cette photo, mais m'avait prévenu que celle-ci était particulièrement dérangeante. Il est arrivé un peu après chez moi. Nous étions en pleine nuit, mais nous étions tous les deux trop sur les nerfs pour dormir. Il me montra la photo. C'était la même femme que sur la photo précédente, le même physique amaigri et faible, mais cette fois elle avait le regard vraiment apeuré. Elle était ramassée sur elle-même, comme si elle se cachait, mais avec sa taille, difficile de rapetisser. Quelque chose d'autre était dérangeant. Cette femme, en plus des violences qu'elle semblait avoir subies, portait un enfant dans ses bras. Un bébé d'à peine quelques jours. En voyant la photo, comment la femme tenait le bébé, j'avais la sensation qu'elle savait qu'on allait lui retirer, et qu'elle se savait trop faible pour l'empêcher, mais qu'elle essaierait quand même. Russ m'a alors dit qu'il savait qui était ce bébé. Elle s'appelle Cassie, et vit dans une cabane dans les bois. Il m'a dit qu'il pouvait m'y conduire. Cassie voudrait peut-être voir cette photo, et m'aiderait peut-être à en savoir plus sur ce qui se passe dans ma maison. Un parc a été construit à la place de l'ancien hôpital psychiatrique, où avait travaillé le précédent propriétaire de ma maison. En fait, ils ont installé des bancs et de l'éclairage en attendant que la nature prenne le contrôle de la zone. C'est un endroit calme, personne n'y va, on peut y disparaître pendant un temps. J'ai demandé à Russ comment il connaissait Cassie. Le fait est qu'il ne la connaissait pas vraiment, c'est juste que c'était une star au lycée, parce qu'elle était très grande, près d'1,90 m. Elle avait une maladie, mais il en avait oublié le nom. C'est probablement la maladie qu'avait aussi sa mère. Bref, tous les clubs de sport du coin lui avaient proposé de venir gratuitement. Une aussi grande femme dans une équipe féminine était un atout. Mais elle ne voulait pas être une bête de foire qu'on expose. Cassie s'était installée dans une cabane qui n'était pas très loin de l'ancien hôpital psychiatrique. Elle y vivait seule, isolée. Elle allait de temps en temps en ville récupérer ce dont elle avait besoin, puis elle disparaissait à nouveau. J'ai frappé à la porte de sa cabane une bonne dizaine de fois sans réponse. Mais j'entendais du mouvement derrière celle-ci. Après avoir encore un peu attendu, je retournai silencieusement vers la voiture de Russ. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir dans mon dos. Je me suis retourné. Elle a observé autour de la cabane, puis m'a observé pendant un instant, suspicieuse et silencieuse. Je me suis présenté et je lui ai dit que j'avais une photo de sa mère. Elle m'a fait signe de rentrer. J'ai montré à Cassie les 2 photos. Elle les a observées pendant un long moment, sans rien dire. Merci de m'avoir emmené ces photos. J'ai pas eu la chance de connaître ma mère. Même si ces photos la montrent en souffrance, je peux voir son visage. Nous avons un peu échangé et je lui ai confié que je me demandais si sa mère pouvait hanter ma cave. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai moi-même la sensation d'être hantée. Par votre mère ? Non, par quelque chose qui essaye de me prendre en photo. C'est pour ça que j'ai réagi quand vous m'avez parlé de photos. Elle avait du mal à parler. Elle semblait épuisée. C'était tellement triste de la voir ainsi. Une bonne personne,
brisé par une vie entière de longues et terribles tortures. Je dois également reconnaître que lors de notre échange, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un nous observait. C'était vraiment dérangeant. En expliquant à Cassie ce que je vivais chez moi, je l'ai sentie se relaxer légèrement. Elle se sentait moins seule dans sa petite cabane. Il venait une fois par an depuis des années, jusqu'à ce que j'arrive ici, dans cette cabane. Il prenait des photos de moi. Je pense qu'ils essayent encore au travers des fenêtres. C'est pour ça que je les ai couvertes. Cassie se redressa. J'avais la sensation qu'elle luttait contre d'horribles souvenirs, ou des sensations. J'ai été adoptée par un vieux couple très étrange. On m'a jamais rien dit sur mes vrais parents. Une fois par an, des hommes venaient de l'hôpital. Elle resta silencieuse un long moment. Je n'osais pas dire quoi que ce soit. Je vis dans une cabane avec une seule salle pour ça. Je sais si quelqu'un se cache ou non dans cette salle. Personne ne peut sortir d'un coin et me prendre en photo. Je m'en rendrai compte si quelqu'un essayait de le faire discrètement. Je lui ai demandé des informations sur sa mère, si elle savait quoi que ce soit sur ma maison, mais elle s'est bloquée soudainement. Elle ne voulait plus me parler et m'a demandé de repartir. Russ m'a ramené chez moi, je l'ai remercié et je lui ai souhaité une bonne soirée. Une fois seul, j'ai essayé de gérer. Ce n'était plus une histoire de fantôme pour moi, c'était un mystère à élucider. Un mystère terrifiant. Je ne sais pas comment, j'ai fini par m'endormir. Une lumière très forte me réveilla. Je regardais vers les rideaux de ma chambre, essayant de comprendre ce que j'avais vu, mais les rideaux bloquaient la vue. De ce que je voyais, le soleil n'était pas encore levé. Il n'y avait plus de lumière. Je me suis levé et j'ai ouvert les rideaux. Il n'y avait absolument rien dehors. Je me sentais perdu et je ne savais pas quoi faire. J'ai soudainement entendu, à nouveau, du bruit à la cave. Je savais que je n'aurais pas dû revenir dans cette maison. Je savais que la mère de Cassie se trouvait là, se traînant dans la cave, me torturant. J'étais terrifié à l'idée de descendre et regarder à nouveau par l'ouverture du mur. Mais j'ai aussi eu une idée. Je me suis glissé sans un bruit dans la cave et j'ai rejoint l'horrible vieille salle obscure. J'ai observé à travers l'ouverture, puis je me suis saisi de mon caméscope, une lampe torche dans l'autre main, et j'ai commencé à filmer. À travers l'écran de mon caméscope, je voyais ce que je filmais. La grande femme pointait son visage vers moi. Elle n'essayait pas de me faire peur. Elle avait peur. Elle n'était pas seule. Autour d'elle, il y avait deux ombres. Des hommes. Ils apparaissaient parfois comme humains. Dans ces moments, ils étaient vêtus de blouses d'hôpital, mais surtout, ils semblaient prendre des photos d'elle. Ils se sont alors soudainement tournés vers moi, l'air fou de rage. Je me suis précipité hors de la maison. J'ai rejoint ma voiture, et alors que je partais, je voyais des flashs dans mon salon. Je me suis rendu à la cabane de Cassie. Elle me laissa entrer pour que je puisse lui montrer la vidéo que j'avais prise. Après l'avoir vue, elle s'est reculée et a commencé à m'expliquer certaines choses. Cassie en savait plus qu'elle ne voulait le dire sur sa mère et le fantôme dans ma cave. Ou en tout cas, elle en savait plus que ce qu'elle voulait me dire au début. Un employé de l'hôpital l'avait retrouvée quand elle était adolescente. Il lui a dit qu'elle devait savoir qui elle était et ce que sa mère avait subi. Il était apparemment tombé amoureux de sa mère et n'avait jamais pu lui avouer. L'homme qui vivait dans ma maison avait mis en place un business de vente de photos des patientes de l'hôpital. Il n'y avait évidemment rien d'officiel et ça, hélas, finançait en grande partie la construction de ma maison. Ma mère souffrait d'une maladie qui lui donnait des migraines violentes. Mais elle n'était pas plus malade que ça. C'est en voyant son physique atypique que le directeur a su instantanément que son marché parallèle serait intéressé. Il s'est arrangé pour la faire lobotomiser, pour qu'elle ne puisse plus rien faire par elle-même. Ma mère s'appelait Elisabeth. Ses photos étaient vendues au nom de Longue Lise. Elle m'expliqua également que sa naissance était arrivée après sa lobotomie et qu'elle ne voulait pas parler de ce qu'on lui avait dit sur ça. Peut-être que le fait que pour la première fois depuis la construction de la maison, ce ne soit plus quelqu'un de la famille de sport qui vive dans la maison, bien qu'aucun de ses descendants n'ait osé vivre dedans. D'une certaine manière, ça aurait pu attirer l'attention de ma mère pour qu'elle appelle à l'aide. Ils ont peut-être rencontré ta mère et ont préféré ne pas vivre dans la maison. Peut-être. Mais en tout cas, ma mère est là.
et je peux subir seule le harcèlement de ces photos, de ces choses horribles. Mais je peux pas laisser ma mère vivre ça, encore moins seule. Je peux pas la laisser enfermée dans une prison à être torturée comme ça. J'ai une idée. Je propose alors à Cassie de passer la nuit dans la maison et voir si nous pouvons interagir avec les esprits qui s'y trouvent une fois qu'ils se réveillent. Elle accepte et nous allons chez moi. Nous discutons de tout et de rien pendant la soirée. Je découvrais avec plaisir qu'elle s'intéressait à beaucoup de choses différentes et qu'elle échangeait avec plaisir pour la première fois depuis bien longtemps. Sous ses traumatismes et ses craintes, je voyais enfin qui était Cassie. Une femme qui n'avait jamais réellement pu grandir. Une petite fille qui avait appris à agir comme une adulte. J'avais une véritable admiration pour sa force. Elle eut l'air de passer une bonne soirée, j'en avais passé une bonne également. Puis nous sommes allés nous coucher. Nous savions que c'était impossible de dormir avec le stress et ce qui allait probablement arriver, mais ça permettait d'organiser rationnellement la soirée. En pleine nuit, des sanglots résonnèrent dans la cave. Je sortais de ma chambre, de l'autre côté du couloir. Cassie faisait de même. C'est ma mère ? J'acquiesçais simplement. Nous sommes descendus jusqu'à l'ouverture de la salle. Là, les pleurs étaient insoutenables. Cassie alluma la lampe torche et observa l'ouverture. Elle hurla soudainement tandis qu'une force invisible se saisissait de ses chevilles et l'entraînait en arrière. La lampe s'est coupée une seconde à peine, et pendant un bref instant, j'ai vu ces deux hommes au-dessus de Cassie, la prenant en photo. Je me suis précipité vers elle, mais un flash m'a aveuglé et m'a fait perdre l'équilibre. Je me suis raccroché comme je pouvais au mur, et en me redressant, j'ai vu que je m'étais accroché au mur de la salle. C'est alors qu'Elisabeth se redressa devant moi. Elle était juste à côté de moi, son regard sans vie, et l'odeur de la mort l'entourait. Elle se tenait à l'entrée de la salle. Elle tendait les bras, mais n'arrivait pas à avancer. C'était comme si quelque chose la retenait. J'ai alors observé l'intérieur de la salle. Il y avait dans le mur un vieil anneau métallique rouillé. J'entendais le bruit des flashs d'appareil photo et Cassie qui commençait à hurler. Sa mère se débattait mais n'arrivait pas à sortir de la salle. Alors j'attrapais l'anneau métallique et j'essayais de le déloger, l'arracher du mur. Je tirais de toutes mes forces, mais c'était trop résistant. Cassie hurlait de plus en plus et j'essayais du mieux que je pouvais d'aider. Puis je me suis mis à donner des coups de pied dedans. Je m'appuyais sur le mur à côté et je poussais de toutes mes forces. Finalement, l'enduit craqua et l'anneau s'arracha du mur. Elisabeth était libre. Elle se précipita vers les deux hommes. Sa fille arrêta de hurler. Son visage était indescriptible. Elle était face à sa mère, qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle comprenait les souffrances. Elisabeth disparut en une brume sombre en entrant en contact avec les deux autres hommes. Et cette brume se mit à traverser la cave de manière erratique, incompréhensible et incontrôlable. Nous entendions des échos lointains de voix, de hurlements, d'hommes et de femmes. Les lumières de la cave se mirent à clignoter, les meubles se renversaient autour de nous, la porte de la cave se claquait à répétition, et Cassie m'avait mis derrière elle, comme pour me protéger. Puis il y eut un énorme bruit incompréhensible, et un tremblement de terre. La brume se dissipa en partie, puis Elisabeth réapparut. Cassie la rejoignit. Le silence d'après-tempête était assourdissant. Mais la mère et la fille se prirent dans les bras. Sans un mot, sans un bruit. Les lampes de la cave se mirent à briller comme jamais elles n'auraient pu briller. Puis Elisabeth disparut, laissant Cassie au milieu de la cave, seule. Elle essuya ses larmes avant de se retourner vers moi. D'une voix faible, elle me dit simplement « Merci ». Je la raccompagne à l'étage. Elle m'explique qu'elle préfère rentrer tout de suite chez elle. Elle ne se sent pas de rester dans cette maison. Et je la comprends. Je la raccompagne chez elle et je lui dis que je serai là si elle a besoin de quoi que ce soit. Surtout si elle a besoin de parler. Elle me remercie et rentre chez elle. Quand j'arrive dans ma maison, je sens une ambiance différente. Légère, sereine. Je n'ai plus jamais revu Elisabeth depuis. Ça a pris du temps, mais après quelques mois, j'ai eu un appel de la part de Cassie.
Elle m'a expliqué que vivre seule chez elle était devenu très étrange maintenant. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un ami. Je lui ai répondu que ma maison lui était toujours ouverte. Depuis, elle a emménagé chez moi. Elle apprend la vie à plusieurs, mais elle est toujours pleine de surprises. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir une amie à la maison. J'ai fait condamner cette salle, mais nous ne l'oublierons jamais. Mais nous n'aurons plus à l'affronter non plus. C'est mieux pour nous deux. Maintenant, nous pouvons avancer. Je faisais un rêve des plus étranges, mais agréables. C'était vraiment particulier. J'avais conscience d'être dans un monde irréel, sans pour autant savoir que je rêvais. J'étais perdu dans un monde incroyable, tel Alice. Alors que je me promenais et profitais de cet instant magnifique, je me suis soudainement réveillé avec le souffle court. J'avais mal dans la poitrine. Ma tête semblait être sur le point d'exploser, et je me suis dit que j'étais en train de mourir. Je suis sorti du lit comme je pouvais, et je me suis dirigé vers la salle de bain pour me mettre de l'eau sur le visage et essayer d'aller mieux. Mais tout empira. Je sortais de la salle de bain à quatre pattes, essayant de respirer quand brusquement, 3 coups brutaux résonnèrent contre la porte de ma chambre. Je me suis immobilisé de terreur. Je ne cherchais plus à reprendre mon souffle. Je ne faisais plus attention à la douleur. Tout ce que je voyais, c'était cette poignée de porte, lentement s'incliner. Puis la porte s'ouvrit dans un lent grincement. Personne ne se trouvait derrière la porte. J'ai alors perdu connaissance. Je ne sais ce qui s'est passé, mais quelqu'un a dû me trouver et prévenir les urgences. Je me suis réveillé à l'hôpital, seul, et avec aucune explication. Habituellement, je ne parle pas de ce genre de choses. Principalement parce que la plupart des gens me prendraient clairement pour un fou avec ce que je vis, mais j'ai vraiment besoin d'en parler, avoir des conseils, de l'aide. J'ai 19 ans, je suis australien et depuis 6 ans environ, je vis des choses inexplicables et effrayantes. Tout a commencé vers mes 13 ans. Je vis seul avec ma mère depuis mes 7 ans. Elle a un travail qui implique qu'on déménage régulièrement, nous y sommes habitués et nous ne vivons pas mal, donc ce n'est pas vraiment un problème. Mais vers mes 13 ans, ma mère m'a demandé ce qu'il se passait la nuit dans ma chambre. Si sur le coup j'ai été surpris par cette question, elle m'a expliqué qu'elle entendait comme des coups contre les murs. Je lui ai dit que je n'avais rien remarqué et que ça ne devait pas venir de ma chambre. Elle sembla perplexe, mais n'insista pas. Le soir venu, elle a à nouveau entendu les coups, mais cette fois, elle est venue voir ce qui se passait. Elle ouvrit la porte en entendant les coups toujours plus forts. Les bruits se stoppèrent quand elle ouvrit la porte. Mais elle découvrit que j'étais profondément endormi. Elle comprenait alors que je n'y étais pour rien. Mais la question était désormais, qu'est-ce qui était à l'origine de ces bruits ? Il ne fallut pas longtemps pour le découvrir. En effet, quelques jours après qu'elle m'en ait parlé, je me suis réveillé en pleine nuit. J'avais été tout simplement tiré de mon lit par le pied. Je me suis réveillé alors que je glissais hors du lit et que je tombais lourdement au sol avant de continuer d'être traîné jusqu'au centre de ma chambre. Je n'ai pas été capable de hurler sur le coup, mais en me relevant, mon réflexe fut, étrangement, de me précipiter sur mon lit pour m'asseoir, m'emmitoufler dans la couverture et allumer la lumière. Je n'ai pas dormi de la nuit. Depuis ce jour, nous avons déménagé 4 fois. Dans les 4 maisons, ça a été miroir se brisant sur mon passage, arraché du lit en pleine nuit, paralysie du sommeil, obscurité soudaine en pleine journée, et 3 fois des griffures. On ne sait pas quoi faire. On n'a jamais eu de contact ou d'échange avec cette chose autre que la violence. On est effrayé et perdu. Moi et une amie, nous pensons que nous avons rencontré quelque chose de vraiment étrange. Et ça nous a tous les deux retournés. Le contexte, c'est arrivé aujourd'hui, à 18h.
Et actuellement, en Angleterre, ici, il fait assez sombre à cette heure. Je vais nommer mon ami C, pour une question d'anonymat. Donc nous marchions avec C, avec le flash de nos téléphones, pour mieux voir et surveiller nos chiens. Nous sommes arrivés dans la zone où, comme souvent dans les parcs, il y avait des informations historiques gravées sur la pierre, et autour de ça, il y a des bancs. Nous nous y sommes assis, après nous être perdus pendant une bonne heure dans le parc. Il n'y avait pas l'air d'y avoir de monde, donc ça laissait le temps aux chiens de jouer, de profiter, de jouer ensemble. Alors que nous commencions à discuter, assis sur le banc, nous vîmes quelque chose s'apparentant à une grande silhouette humaine, pas très loin de nous, pointant une lumière vers nous avec des petites lumières rouges autour. Nous nous sommes dit que ça pouvait être le gardien du parc venant vérifier ce que nous faisions. Mais tout ce que ça faisait, c'était rester immobile, avec cette lumière braquée vers nous. C m'a regardé, n'ayant pas l'air très à l'aise, moi non plus à vrai dire, et nous avons décidé de parler en chuchotant, ne sachant pas réellement ce à quoi nous avions affaire. Mon chien ne s'en est pas approché. D'habitude, il approche tout ce qui passe. Il est très amical et aime les caresses. Mais là, ses oreilles étaient levées, sa queue droite, et il ne quittait pas cette chose des yeux. J'ai essayé de l'appeler. Il n'était pas très loin. Mais il ne venait pas. Il restait immobile. Je sais que si mon chien agit comme ça, c'est mauvais signe. J'ai chuchoté à C qu'il fallait qu'on parte. Nous avons fait marche arrière lentement, et cette chose commença à se diriger vers nous, après être resté immobile pendant bien 5 minutes. On a commencé à marcher rapidement, la silhouette commença à courir vers nous. C et moi avons commencé à courir également. Je ne pense pas avoir couru aussi vite depuis le cross du collège. Quand nous nous sommes retournés pour voir, cette chose avait disparu. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Je n'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. On avait dirigé nos lampes vers elle, mais c'était juste une masse sombre. Nos lampes sont puissantes pourtant, mais on ne voyait rien. Je pense que ça devait faire plus d'1,80 m, très fin, et des petites lumières rouges apparaissaient et disparaissaient sur son corps. Ça n'a rien dit, ça nous a simplement fixés avant de nous poursuivre. Vous avez une idée de ce que ça pouvait être ? Je vis dans cette maison depuis 1 an. Il s'est passé des choses étranges, mais c'est toujours quand je suis seul à la maison. Il n'y a que le chien avec moi. Il m'est arrivé de voir des choses dans les miroirs. Il est arrivé aussi à mon chien de se réveiller en pleine nuit d'un bond et de se mettre à grogner vers la porte de la chambre. Aujourd'hui, c'était particulièrement étrange. Tout a commencé de manière normale. Moi et mon copain, nous nous sommes réveillés, on a fait nos vies comme d'habitude, jusqu'à ce que l'heure arrive pour mon copain de se préparer et d'aller au travail. Il travaillait de nuit. On allait donc à la cave pour prendre des chaussettes, et on a entendu des coups. 5 exactement. On aurait cru que quelqu'un frappait contre le sol au-dessus, comme si c'était quelqu'un dans la cuisine. Il n'y a pas de faux plafond dans la cave, donc ce n'est pas un rongeur qui se serait perdu entre le plafond et l'étage du dessus. On s'est dit que c'était peut-être le chien qui jouait et ça faisait du bruit. On est remonté et on est rentré dans ma chambre. Alors que mon copain était sur le point de partir, on a entendu 5 coups venant de la cave. Contre le plafond de la cave exactement. Un plafond bien trop haut pour qu'on puisse l'atteindre sans faire de l'escalade sur les meubles. On a été surpris sur le coup,
Et j'avoue que je commençais à avoir plutôt peur parce que je crois à ces choses. Mon copain, lui, n'y croit pas du tout. Alors, il a dit que s'il y avait bel et bien quelque chose, ça répondrait si on interagissait. Alors il a donné 5 coups contre le sol. Il n'y eut aucun bruit. Le silence complet. 10 secondes. 15 secondes. Puis... je n'avais jamais vu mon copain aussi effrayé de toute ma vie. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques années, mais je ne pourrai jamais l'oublier. Une nuit, il devait être 2 heures du matin, je rentrais seul à la maison en voiture. J'avais traversé un énorme orage qui grondait toujours au loin. Le vent faisait plier les arbres sur les côtés. Et j'étais vraiment fatigué. J'habitais au bord d'une route qui faisait face à un lac. Il n'y avait pas de maison entre ma maison et le lac, car le terrain n'était pas assez stable pour construire. Bref, j'étais proche de chez moi, je passais un virage, et à la sortie de celui-ci, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose sur la route. Il ne me fallut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'il s'agissait d'une femme. Elle se tenait au milieu de la route, immobile. Elle observait le lac, vêtue d'une chemise de nuit. Elle devait être glacée. J'ai ralenti, mais elle ne semblait pas me remarquer. Elle n'avait pas réagi à mes phares, elle ne se poussait pas alors que j'approchais. Je me suis dit que c'était peut-être une femme du coin qui avait un espèce de trouble ou qui était somnambule. Je me suis rapproché encore un peu, et je me suis rendu compte à quel point elle était pâle. Mais aussi à quel point elle était belle. Je ne sais pas si c'était la lune qui se reflétait sur sa peau, ou si c'était autre chose. Elle ne réagissait pas alors que j'ouvrais la fenêtre. Je lui demandais si elle avait besoin d'aide. C'est à cet instant que je réalisais que je voyais au travers d'elle. Pas comme à travers une fenêtre, mais comme à travers un voile. À certains endroits, c'était plus difficile de voir. À d'autres, je voyais clairement les arbres derrière. Après m'être rendu compte de ça, j'ai levé les yeux vers son visage, et son regard était braqué dans le mien. Je sursautai en m'en rendant compte, et elle disparut brusquement. Il m'a fallu bien 1 minute pour réussir à reprendre la route. Je n'étais pas calmé, mais je ne voulais plus être seul ici. Je suis rentré chez moi, et je n'ai jamais compris ce que j'ai vécu. Je suis assis dans un silence enivrant. Un instant que je savoure. Mon esprit déborde ces derniers temps, et mes médicaments n'y changent rien. J'espère que ça ne recommencera pas. Pas comme les dernières fois. Cela doit arriver tous les 2 ou 3 mois. J'ai des migraines qui sont tout à fait horribles. Mes parents et mes frères me disent qu'ils les ont aussi parfois, mais je pense pas qu'ils aient des migraines aussi violentes que les miennes. Ils les décrivent comme si on leur ouvrait le crâne, qu'on leur brisait pour rentrer dedans. En tout cas, c'est ce qu'ils m'en disent quand je leur en parle. Quand ils ont ces migraines, ils s'enferment dans leur chambre, éteignent les lumières et essayent de faire passer ça avec du sommeil malgré la douleur. S'ils avaient des migraines comme les miennes, ils ne s'enfermeraient pas seuls dans le noir. Quand l'obscurité s'infiltre autour de moi, je panique. Je vois des langues de flammes ne produisant aucune lumière s'infiltrer sur les côtés de ma vision. Elles s'approchent de plus en plus, mais jamais assez proches pour que je puisse les chasser ou les étouffer. Les gens m'aident. Être avec eux. Je veux dire,
La cacophonie de toutes ces choses horribles et dangereuses qui s'emparent de mon esprit lors de ces migraines a tendance à se dissiper quand il y a du monde. On dirait presque qu'ils veulent s'exprimer, s'exposer à la face du monde, mais qu'ils sont timides quand il y a du monde autour de moi. Parfois, quand j'ai ces crises particulièrement violentes, je vais à un café et j'écoute juste le bruit simple des gens qui passent, de la vie normale. Ces petites choses que ces voix détestent, elles ne m'attaquent que dans le silence. C'est pour ça que je les appelle les soupirs. Des voix malignes s'insinuant dans mes moments de faiblesse, mes moments d'isolation et de fragilité. Je suis seul maintenant. Je suis assis dans le silence, dans l'obscurité. J'attends. L'appréhension me fait trembler. Bientôt, j'entendrai à nouveau ces légions maudites, chuchotant au creux de mon oreille. Je les entends déjà. Je ne comprendrai jamais ce qu'elles veulent que j'entende. Quelle signification dois-je ressortir de cette cacophonie de voix, silencieuse, mais bruyante, insoutenable? Veulent-elles que je fasse quelque chose? Me préviennent-elles? Me parlent-elles de quelque chose plus horrible encore que mon triste destin? Celui de subir sans fin cet harcèlement de pensée? Ou bien, n'est-ce qu'une torture gratuite, pour le simple plaisir de mes tourmenteurs? Je ne sais pas, je veux savoir. Je ne peux savoir. Elles sont là, un cœur infernal qui résonne dans le silence. Je veux le calme, le silence. Pourquoi ne peuvent-elles pas me laisser? Que veulent-elles? Cette légion ne me laissera donc jamais en paix. Oh, elles sont parties. Ah, quel plaisir, quel calme. Je suis assis dans un silence enivrant. Un instant que je savoure. J'étais dans la cave et avec ma nièce, nous cherchions un de mes anciens jouets que je voulais lui donner. Après quelques instants, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler. Ma nièce s'est retournée en première. Moi, j'ai pris le temps de reposer les affaires que j'avais dans les mains, puis je me suis rendu à la cuisine. Il me semblait que c'était là qu'on m'avait appelé. Mais il n'y avait personne. Alors je me suis rendu dans sa chambre. Elle était dans son lit. Je lui ai demandé si elle m'avait appelé. Elle m'a répondu qu'elle lisait et qu'elle n'avait rien dit, ni entendu. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, mais c'était vraiment étrange. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.